Maintenant que vous êtes au point sur les formules des énergies, sur la définition et les formules du travail, et que vous avez compris qu'il y a un lien entre le travail d'une force et la variation d'énergie, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on va maintenant s'intéresser à la conservation ou non de l'énergie mécanique et ensuite aux transformations d'énergie. Donc lors d'un mouvement, une énergie va se transformer, se convertir en une autre forme d'énergie. Donc quand est-ce qu'il y a conservation de l'énergie mécanique? Tout simplement quand le système est soumis à des forces conservatives. Pour résumer et pour simplifier, c'est en l'absence de frottement notamment. Donc une force conservative, je vous rappelle que c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc par exemple le poids est une force non conservative, la force électrique est une force non conservative dans celle qu'on a étudiée. Donc là, quand il n'y a que des forces conservatives, entre parenthèses, les trois quarts du temps, quand il n'y a pas de force de frottement, dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire que l'énergie mécanique ne change pas. Peu importe le point de la trajectoire, l'énergie mécanique sera la même. Donc on écrit EM au point A égale EM au point B, on pourrait écrire EM égale EM au point C, EM au point X, etc. Peu importe. On peut aussi écrire delta EM égale 0, autrement dit, pas de variation de l'énergie mécanique. Tout ça, c'est dès qu'on est en absence de frottement ou dès qu'on est à un système qui n'est soumis qu'à des forces conservatives. Donc dans l'autre cas, quand on a au moins une force non conservative, ou quand on a des forces de frottement qui sont des forces non conservatives, eh bien on a l'énergie mécanique qui varie. Alors les forces de frottement, elles, vont limiter le mouvement. Elles vont donc avoir pour résultat de faire diminuer l'énergie mécanique. On a une perte d'énergie mécanique. Alors cette perte, elle va se concrétiser par quoi? Souvent par un échauffement, d'accord? Si on fait les frottements, tout simplement frottez vos deux mains l'une contre l'autre, ce qu'on ressent immédiatement, c'est un échauffement. Donc voilà, il y a une perte d'énergie mécanique. On aura donc dans le cas des forces de frottement EMA qui sera plus grand que EMB, et on a une variation d'énergie mécanique qui correspond à quoi? Au travail de la force de frottement sur le déplacement AB. Vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, on avait vu à chaque fois que le travail d'une force correspondait à une variation d'énergie. Alors jusque-là, c'était l'énergie potentielle de pesanteur avec le poids, énergie potentielle électrique pour la force électrique par exemple. Là, cette fois-ci, la variation d'énergie mécanique correspond au travail de la force de frottement. Et ce travail dépend du chemin suivi. Ça nous paraît logique. Si on prend les forces de frottement qui s'exercent sur une voiture par exemple, les forces de frottement de l'air notamment, on va avoir plus de frottement si le trajet est plus long, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est conservation ou non de l'énergie mécanique. Alors, on peut regarder des vidéos rapides là qui nous permettent d'expliquer maintenant s'il y a conservation de l'énergie mécanique, et comme l'énergie mécanique c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, dans le cas par exemple de la chute d'un objet, que va-t-il se passer? Eh bien, l'énergie potentielle va diminuer lors de la descente et l'énergie cinétique, elle, va augmenter puisque la balle qui au départ n'avait pas de vitesse gagne de la vitesse. Par contre, la position, la hauteur diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue. L'énergie mécanique, elle, qui est la somme des deux, eh bien, reste constante dans le cas où on néglige les forces de frottement. Même chose cette fois-ci avec non pas la chute d'une balle, mais le lancer d'une balle. La balle va monter, elle va donc gagner en énergie potentielle, et puis elle va redescendre, elle va perdre son énergie potentielle. En montant, sa vitesse diminue, donc son énergie cinétique diminue, et puis en redescendant, son énergie cinétique va augmenter. Il y a dans ces deux cas conservation de l'énergie mécanique. Ce sont deux cas où on a négligé les forces de frottement. Que se passe-t-il maintenant si on ne néglige pas les forces de frottement? Donc ce sont exactement les mêmes vidéos, on a une balle qui tombe et une balle qui est lancée, mais cette fois-ci, on ne néglige pas les forces de frottement. Regardez cette fois-ci la barre qui correspond à l'énergie mécanique, vous allez voir que l'énergie mécanique va diminuer. Même chose pour une balle qu'on lance. L'énergie mécanique diminue, il y a des pertes d'énergie mécanique à cause des forces de frottement. Alors,
On reparle maintenant des transformations-conversions. On l'a un petit peu compris hein, avec les deux pages précédentes en se disant que bon, l'énergie cinétique allait se transformer en énergie potentielle de pesanteur. Ça nous paraît logique. Pourquoi? Parce que l'altitude diminue et la vitesse augmente. Alors c'est exactement ce qui se passe quand on parle d'oscillateur. Un oscillateur, ça va être un système qui peut évoluer de façon périodique et alternative autour d'une position qu'on appelle la position d'équilibre. Donc un système oscillant va être caractérisé par sa période, ou on parle aussi de pseudo-période. Pourquoi? Si on néglige les forces de frottement, le pendule ne s'arrêtera jamais. On sait qu'en réalité, le pendule va s'arrêter à cause des forces de frottement, et donc on ne peut pas parler réellement de sa période, mais simplement de sa pseudo-période. Donc, dans le cas de notre pendule, si on doit faire le bilan des différentes énergies qui s'exercent sur lui, il y aura, enfin, qui sont mises en jeu dans son mouvement. On aura l'énergie cinétique, EC égale 1 demi de mv carré, on rappelle encore une fois les formules, de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, de formule mgz, et on a son énergie mécanique, qui est EC plus EPP dans notre cas. Si on néglige les forces de frottement, l'énergie mécanique est constante. Sur le graphique qui est ici, elle est représentée en verte. Ensuite, les deux courbes, rouge et bleu, l'une correspond à l'énergie cinétique, l'autre correspond à l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, savoir laquelle est la bleue, laquelle est la rouge, ça va dépendre en fait des conditions initiales du mouvement. Si on considère le mouvement avec une vitesse initiale nulle, l'énergie cinétique initiale sera nulle. Et si on considère que le mouvement commence à partir du moment où on a lâché le pendule et où il est repassé par sa position d'équilibre, ici, donc on a lâché le pendule, il est tombé, bim, on commence l'enregistrement quand on passe ici. Là, il a déjà une énergie cinétique, puisqu'il a déjà une vitesse. Et il va perdre son énergie cinétique pendant la remontée, gagner de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc voilà pour l'étude d'un pendule. 3 énergies qui lui correspondent, EC, EPP et forcément EM. Étude d'un ressort horizontal maintenant. Donc on a placé un ressort sur un banc soufflant. Le banc soufflant, l'objectif c'est de limiter les forces de frottement. Et si on néglige les forces de frottement, on pourra considérer qu'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique et que donc il y a conservation de l'énergie mécanique. Les énergies mises en jeu lors du déplacement de ce pendule élastique. Ça va être l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, et l'énergie potentielle élastique dont on a déjà parlé, qui est EPE égale 1 demi kx carré. X carré étant le déplacement du ressort à l'horizontale. L'énergie mécanique, elle, toujours pour formule, EC plus EP. Dans le cas d'un oscillateur horizontal, on va avoir la position qui varie, on a sa vitesse qui varie, et on va avoir son énergie potentielle élastique qui varie. Alors sur cette page-là, qui est un mini-film, on va voir le ressort osciller. On a ici représenté, pour information, la position du ressort en violet et la vitesse du ressort en orange, mais nous on va se concentrer sur les courbes des énergies. On aura encore une fois l'énergie mécanique qui se conserve, donc pour trouver laquelle c'est, il suffit de choisir la courbe qui est à l'horizontale, la bleue, et ensuite pour EC et EP, il faut qu'on regarde les valeurs initiales. Donc on voit donc que énergie cinétique, énergie potentielle, ça se complète parfaitement pour donner l'énergie mécanique. Dernier exemple, si on a le cas d'un ressort vertical. Alors ça va être l'exemple le plus compliqué en termes d'énergie, parce qu'en plus de l'énergie cinétique, EC égale 1 demi mv carré, de l'énergie potentielle élastique, puisque c'est un ressort EP égale 1 demi de kx carré, attention x c'est l'axe vertical, puisque x c'est l'élongation du ressort. Je rappelle quand même que k c'est la constante de raideur du ressort, elle est forcément donnée dans l'énoncé. On a aussi dans ce cas-là une variation d'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que l'objet change d'altitude pendant les oscillations. Donc attention, cette fois-ci, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus
les deux énergies potentielles, énergie potentielle élastique et énergie potentielle de pesanteur. Alors ces deux-là, on les considère ensemble, on les englobe ensemble les trois quarts du temps. Sur le graphique, alors si on néglige aussi encore une fois les forces de frottement, sur le graphique, l'énergie mécanique, c'est celle qui est constante, puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Et ensuite, on a une courbe qui va correspondre à l'énergie cinétique et une courbe qui correspond à l'énergie potentielle, c'est-à-dire EP élastique plus EP potentiel. Voilà, avec tout ça, vous n'avez plus qu'à faire les exercices et vous entraîner à travailler avec les énergies. Nous, dans tous les exercices qu'on a fait, on a vu l'utilité de tout ça. Ça nous permet notamment de trouver les valeurs des vitesses en un point de la trajectoire sans utiliser les lois de Newton, avec notamment le PFD, somme des forces égale ma, trouver l'accélération, intégrer pour avoir la vitesse, intégrer pour avoir la position. C'était long, c'était fastidieux. On arrive, grâce aux énergies, à gagner un petit peu de temps et à trouver des valeurs en appliquant les formules des énergies, les formules des variations d'énergie avec le travail des forces.